Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Vote hier à l'unanimité par l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie des événements et a abouti à la démission du président de la République. La présente amnistie bénéficie aux officiers, sous-officiers, hommes de rang et toute autre personne ayant pris part à la mutinerie du 22 mars dernier. L'adoption de cette loi vise surtout l'apaisement du climat social et politique dans notre pays. Je vous propose d'écouter le rapporteur de la commission loi de l'Assemblée nationale, Maître Kassoum Tapo. Il est au micro de Ibrahim Traoré. Il n'est pas nécessaire de définir une liste. C'est des faits qui ont été amnistiés. Il s'agit d'une amnistie réelle. C'est des faits commis entre le 21 mars, date du début de la mutinerie, et le 12 avril, date de prestation du président intérimaire. Tous les faits commis dans cette période en lien avec la mutinerie sont amnistiés. Mais la loi a ajouté un article aussi disant que les officiers, sous-officiers, hommes de rang, ainsi que tous ceux qui leur ont prêté leur concours sont également amnistiés. Alors, ça donne un caractère mixte à la loi qui vise des catégories de personnes et des faits. Ce n'était même pas nécessaire de viser ces catégories de personnes. Tous les faits commis en lien avec la mutinerie, toutes les infractions qui ont été citées dans la loi sont amnistiées, quel que soit leur auteur. Donc la liste des bénéficiaires n'est absolument pas nécessaire. Le but, c'est l'apaisement. Vous avez vu que la loi a été votée à l'unanimité, mais lors des écoutes aussi, tous ceux qui ont été entendus, que ce soit les professionnels du droit, les associations des droits de l'homme, les confessions religieuses, l'Église, le Haut Conseil islamique, tout le monde, toute la société malienne a donné son accord pour le vote de cette loi, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est l'apaisement du climat social et politique. L'essentiel, c'est la paix au sud pour pouvoir reconquérir le nord. Voilà, c'était donc la maître Kassoum Tapo, rapporteur de la commission loi de l'Assemblée nationale, à l'issue hier du vote à l'unanimité par l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie des événements et a abouti à la démission du président de la République. La situation socio-économique de la région de Tombouctou se dégrade davantage. Dans 4 jours, il n'y aura plus d'eau potable et d'électricité à Tombouctou. Notre équipe de reportage a fait un tour à la direction régionale de l'EDM pour en savoir davantage. Envoyé spécial, Bourama Traoré. La vie reprend tant bien que mal à Tombouctou. Les boutiques sont ouvertes, le marché bien animé. Bref, chacun vague tranquillement à ses occupations. Derrière cette atmosphère de tranquillité se cache une inquiétude. En effet, depuis la prise de Tombouctou par les groupes armés, les services d'eau et d'électricité ne sont plus régulièrement fournis aux populations. Pour un problème de gasoil et un problème de révision des groupes. Le premier problème, c'est le problème de gasoil. Il n'y en a pas. Le gasoil qui est là est fini. On est en train de forcer, on a des laisses de 11h, de 12h30 à 15h qu'on marche. Et on reprend de 18h30 à 3h du matin. Et même cela, on va l'arrêter parce qu'il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas quelqu'un. Et le pire est à venir. Si rien n'est fait, dans 4 jours, dans 4 petits jours, il n'y aura pas d'eau et d'électricité à Tombouctou. Au plus tard, le dimanche à 15h, on serait obligé d'arrêter l'électricité. Après l'effort fourni par rapport au délestage, on n'a pas de carburant. Le dimanche à 15h, on est obligé d'arrêter la centrale. Par rapport à l'eau, il y a pour le moment, on n'a pas de solution. Il faut au moins 450 litres de gasoil par 24 heures pour faire marcher l'eau seulement. Au niveau des populations locales, c'est l'inquiétude générale. Populations impuissantes qui ne savent pas à quel sens se vouer. C'est une situation qu'on déplore vraiment. S'il y a possibilité ou bien s'il y a des personnes de ressources ou bien des personnes de bonne volonté qui peuvent nous donner des coups de main, parce que le courant, aujourd'hui, la population Tombouctou vit du courant. Nous sommes des soudeurs, on vit du courant. On a peur, mais on a risqué pour rester, au moins pour ravitailler les Tombouctiens. Mais aujourd'hui, là où on est, s'il n'y a plus de courant, on est obligé de quitter. C'est vraiment inquiétant pour la population de Tombouctou. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, vraiment. On n'a plus de vie, quoi.
Cela est une évidence. L'eau et l'électricité sont sources de développement. On comprend alors ce cri de cœur des populations de la cité des 333 C. Nous demandons à tous les fils du pays, du nord, de la région, de faire une solution. Tombouctou vit de paix, on veut que ça continue. Voilà la situation donc inquiétante de l'autre côté du pays et ce cri de cœur de la population de Tombouctou qui, j'espère, a été entendu par les bonnes volontés. Remise de dons aux familles déplacées du Nord, initiée par le ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, et appuyée par celui de l'action sociale de la solidarité des personnes âgées. Cette opération s'est déroulée en 2 endroits, d'abord à la Cité des Enfants et ensuite au campus du Christ. Et organisée dans le cadre de la Journée internationale des familles, l'action vise à appuyer les familles déplacées qui ont tout laissé derrière elles. Le compte rendu de Salimata Dao. De nombreuses familles déplacées du Nord vivent aujourd'hui dans la ville de Bamako. Ils n'ont pratiquement pas de ressources pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a décidé de venir à leur secours. Avec la collaboration du ministère de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, le département de tutelle a donné ce matin de façon symbolique des vivres composés de riz, de farine, de lait en poudre, de haricots, d'huile et de sucre. Le premier lot a été remis à la Cité des Enfants aux familles déplacées du Nord vivant dans les quartiers. Nous avons convenu avec Madame le ministre de vous faire une remise symbolique, mais aussi de vous dire que nous sommes en train de prendre des dispositions pour que aussi bien les populations déplacées qui sont à Bamako que celles qui sont dans les régions puissent être identifiées et que les problèmes auxquels ils sont confrontés, qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, sous l'émotion, n'a pu dire grand-chose. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la République du Mali, de remercier et de féliciter Monsieur le Président du collectif des ressortissants du Nord et des familles de bonne volonté pour les sacrifices énormes consentis depuis l'arrivée des populations déplacées. Le collectif des ressortissants des régions Nord Mali a salué ce geste qu'il a qualifié de don d'espoir. En offrant ces produits à tes sœurs, nos sœurs déplacées des régions du Nord Mali, vous faites un geste plus qu'opportun. Geste qui cadre parfaitement avec la réponse à l'une des préoccupations majeures du Coran, comment appuyer nos parents déplacés. Après la Cité des Enfants, la délégation ministérielle s'est rendue au campus du Christ, où de nombreuses familles sont hébergées et prises en charge par la structure. Le don a été reçu avec joie par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier le gouvernement pour sa solidarité envers son peuple. À Yélimane, remise d'un lot de matériel de teinture et d'un fonds de roulement de 2 300 000 francs CFA à l'association DACAN. C'est un appui qui vient de la direction régionale de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE de CAI. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires de CAI. Le reportage de Mahamadi Alioubari. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE antenne de CAI vient d'offrir à l'association DACAN de Yélimane un important lot de matériel de teinture composé de grandes tasses métalliques, de baignoires, de seaux avec couvercle, 6 paires de gants et un fonds de roulement de près de 2 300 000 francs CFA. La présidente de l'association se dit très satisfaite de cet appui tant attendu par les femmes de Yélimane. Vraiment, avec mon association, vraiment nous sommes très contentes. Il ne faut même pas nous exprimer comme il faut. Cette activité génératrice de revenus sera sans nul doute un véritable moyen de lutter contre la pauvreté. Quand nous recevons les idées projets venant des cercles comme ça, nous faisons un tri, une analyse pour tirer notre programme d'activité qui est avalisé par la direction régionale à Bamako. Et c'est sur cette base maintenant que l'activité est faite. L'appui est fait pour permettre à ces femmes-là de pouvoir donner un sens à leurs idées projets. Que ce soit ici ou ailleurs, les femmes, généralement au Mali, ont des idées pour mener des activités, mais c'est le petit appui financier qui fait défaut. Et c'est ce appui que nous étions venus donner à ces femmes. Quant au préfet adjoint de Yélimane, Youssouf Tera, il souhaite que l'ANP multiplie ses genres d'actions pour lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Les femmes jouent un grand rôle dans le cadre du développement de notre pays.
Donc c'est un exemple que nous venons d'avoir, en tout cas dans le secteur de Yélémané. Ça va même les exciter à monter des projets et à mieux travailler dans le cadre quand même du développement. Rappelons que cette action de l'ANP s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la dépendance d'une personne ou d'une association à voler de ses propres ailes. Nous restons en première région où s'est tenu l'atelier régional de concertation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Il s'agit pour les participants à l'atelier d'échanger sur les problèmes, besoins et droits des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle. De la correspondance de Kansoutou Kanouti. Cet atelier de concertation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes a été organisé par les directions de la santé et du développement social dans le souci d'échanger sur les problèmes des adolescents et jeunes et les stratégies permettant l'adoption de comportements responsables avec tous les acteurs intervenants en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Que l'ensemble des participants puissent avoir une appréhension des besoins des jeunes et adolescents, des problèmes auxquels ces jeunes et adolescents sont confrontés par rapport à leur prise en charge et par rapport aux différentes informations, et qu'ensemble nous puissions avoir des voies de résolution aux problèmes rencontrés par les adolescents. Les modules qui ont été dispensés au cours de cet atelier sont entre autres présentation du plan stratégique national de santé des adolescents et jeunes, besoins et droits des adolescents et jeunes, stratégie pour aider les jeunes à adopter des comportements responsables. Ces modules ont été dispensés par les docteurs Seydou Diarra, Koulibaly Diarra Soumaré, Diallo Mariam Sidibé pour ne citer que ceci. Selon EDS-MIV, le taux de séroprévalence du VIH dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans pour les jeunes filles est de 1,9% contre 1,5% pour les jeunes garçons. Ces taux sont supérieurs à celui de la population générale, 1,3%. À Sikasso, la direction régionale de la santé et les districts sanitaires ainsi que les représentants de la société civile évaluent le chemin parcouru au sortir des JNV anti-polio de mai 2012. De l'analyse des résultats, il ressort que la région de Sikasso a réussi 102% de taux de couverture vaccinale. Le reportage depuis Sikasso de Daouda Diakité. Cette rencontre initiée par la direction régionale de la santé de Sikasso en collaboration avec les responsables des districts sanitaires, les autorités administratives ainsi que les représentants de la société civile s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des résultats à l'issue de la campagne de vaccination contre la poliomyélite édition 2012. Tous ceux qui sont là sont des acteurs qui ont participé d'une façon ou d'une autre au GNV à différents niveaux, soit au niveau district sanitaire, soit au niveau régional. Donc c'est un travail de tous et à la fin il est bon qu'on s'asseye ensemble, qu'on présente les résultats, qu'on discute, que chacun voit à son niveau ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour prendre des dispositions pour les campagnes à venir. Elle offre aussi l'occasion à l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de faire l'état des lieux de la campagne en termes d'acquis, de forces et de faiblesses constatées en vue de faire des propositions d'amélioration de la qualité de l'opération. De l'analyse des différents districts sanitaires des cercles de la région de Sikasso, en application avec la stratégie de porte à porte, Sikasso a reçu un taux de vaccination de 102%. Au total, nous avons vacciné au-delà de notre cible, qui est à peu près de 1 117 000 enfants. Et là, ce qu'on a vacciné, c'est plus que ça, et donc nous sommes à 102,6% de couverture vaccinale pour cette campagne-là. De ces analyses, sortiront certainement des recommandations pour l'accélération de l'atteinte des objectifs de l'éradication de la poliomyélite en 3e région. Sur un tout autre sujet, le livre de l'écrivain malien Modibo Alassi Sidibé, intitulé Philidabo Sissoko, le sage africain, a été présenté hier au public. L'ouvrage de 120 pages retrace la vie de Philidabo Sissoko. Le reportage de Boubacar Sissoko. L'homme politique a effacé le littéraire. Tel est le cas de Philidabo Sissoko qui est peu connu au Mali au plan littéraire. C'est pour corriger cette insuffisance que le collectif des écrivains du Mali a présenté le livre intitulé Philidabo Sissoko, un grand sage africain, une œuvre de l'écrivain malien
Modibo Alassi Sidibé. En jetant un regard sur la vie et l'œuvre de Fili Dabo Sissoko, j'ai été personnellement frappé par le parcours intellectuel de l'intéressé. Fili Dabo Sissoko est sorti instituteur, enfin enseignant. Il est sorti moniteur. Pourquoi moniteur? Parce que il avait accepté conclure un de ses devoirs d'élève par une réflexion que ses professeurs avaient trouvée un peu insultante. Et pour le faire payer de son indépendance d'esprit, on l'a recalé à l'examen de fin d'année. Le livre a été présenté aux élèves du lycée technique de Bamako. Cela peut paraître paradoxal, mais tenez-vous bien, c'est dans la salle du lycée technique que l'indépendance du Mali a été proclamée le 22 septembre 1960. Ce livre commémore également le 112e anniversaire de Fili Dabo Sissoko. Cette activité est en quelque sorte une reconnaissance de l'apport de Fili Dabo Sissoko à l'émergence de la littérature au Mali. La famille souhaiterait quand même qu'on arrive à publier les œuvres complètes de Fili Dabo Sissoko, qui est étudié, je le dis, dans toutes les universités, jusqu'en Italie, parce que j'ai participé à une conférence en Italie, où il est traduit en italien dans les universités italiennes. Et au Nigeria, je suis allé à Ibadan, à l'université d'Ibadan, il est étudié en anglais. Mais chez lui-même, je crois qu'il faut le reconnaître, c'est la politique qui a tué l'homme de la culture. Alors il faut que nous dépassions ce stade-là, il faut que les gens aillent à la culture, parce que nos enfants et nos petits-enfants manquent réellement de culture, parce qu'ils n'ont pas de repères. Pour rappel, Fili Dabo Sissoko a écrit une trentaine d'œuvres, dont La Savane Rouge, Les Noirs et la culture. Le livre Fili Dabo Sissoko, le sage africain, à 120 pages, il est disponible dans les librairies de Bamako. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Dey Sissoko vous présente la prochaine, c'est à 20h. Je vous retrouve demain si tout va bien à 13h. Mais avant, tout à l'heure, c'est Adama Kouyaté que vous retrouverez pour son rendez-vous hebdomadaire Samedi Loisirs. Une pensée profonde aux populations des 3 régions du Mali occupées. Merci et bon appétit à tous.